Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Tigre. Enfin, plutôt une contrefaçon française. Je parle évidemment de l'ARL 44. Comme à notre habitude, avant de commencer, un peu de contexte. L'histoire de l'ARL 44 est un petit peu spéciale, et je vais vous la raconter. Mais pour cela, on remonte en 1940, après une très grosse déculottée. Vous savez, la campagne de France. Après l'armistice, la France n'a plus le droit d'utiliser de forces blindées, et par conséquent, n'a plus le droit non plus de développer des projets de chars. Cependant, la France de Vichy lança un projet d'un char lourd, d'environ 30 tonnes, équipé d'un canon de 75 mm. De vrais petits cachotiers, en plus d'être des traîtres. Ils réussirent à lancer le projet en le faisant passer pour des projets civils. Et heureusement, car sinon l'Allemagne n'aurait sans doute pas été très sympa avec les ingénieurs. Alors, comme il s'agit d'un projet clandestin, le prototype devait être construit avec des éléments d'anciens matériels, comme le B1 bis, ou des projets en cours de construction, comme le B Inter. En plus d'utiliser des anciens composants, le développement des nouveaux composants était passé sur des projets civils. Mais le prototype ne vit jamais le jour sous le régime de Vichy, à cause de l'occupation de la zone libre par les Allemands. On pourrait penser que le projet fut abandonné. Cependant, une fois la France libérée en 1944, le gouvernement veut lancer un projet de char pour montrer au monde que la France se relève et est une puissance industrielle forte. Mais le gouvernement se dit que lancer un projet de A à Z prendrait trop de temps, car le but est de produire un char rapidement pour qu'il soit utilisé avant la fin de la guerre. Bon, vous verrez que ça n'a pas réussi, mais c'est un autre détail. Et c'est là que le projet de la France de Vichy rentre en jeu. Je vous répète un petit peu les spécifications de ce projet-là. Donc, c'est un véhicule de 30 tonnes maximum, un blindage de 60 mm sur la face avant, et enfin un canon de 75 mm qui pouvait percer environ 80 mm. Mais un an plus tard, donc en 1945, les spécifications sont revues à la hausse. Car avec les anciennes caractéristiques, nous sommes en fait sur un Sherman, mais en moins bien, et en plus en moindre quantité. Sachant qu'en plus, la France, si elle le voulait, pouvait avoir une quantité astronomique de Sherman. Voilà pourquoi le cahier des charges fut revu à la hausse. Il devait y avoir un canon de 90 mm qui devait réussir à détruire les chars les plus blindés de l'Axe, donc le Tigre 2. Et enfin, doubler son blindage, le porter de 60 mm à 120 mm sur la face avant. Le premier prototype vut le jour en 1946, donc après la guerre. Et en plus avec le canon de base de 75 mm, car les industriels français n'arrivaient pas à construire une tourelle suffisamment grande pour le canon de 90 mm. Et comme je vous l'ai dit plus haut, le canon de 75 est jugé bien trop faible. Sauf que le changement de canon impliqua le redimensionnement de la tourelle qui prit un temps fou. D'ailleurs, petite anecdote, comme Schneider n'arrivait pas à produire les plaques pour la tourelle, il fut décidé d'utiliser des plaques du croiseur Dunkerque pour les produire. L'ARL 44 fut opérationnel en 1950 et fut construit à une 60aine d'exemplaires. Maintenant qu'on a parlé de son histoire, on va parler de ses caractéristiques. Et avant de commencer, franchement je vais vous donner mon avis sur ce char. Je l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment un look atypique. Et en plus il ressemble un peu au B1 bis, donc ça joue peut-être un peu. Notre petit char de transition mesurait 7,15 m de long, 3,40 m de large et enfin 3 m de haut. Et fait un bon 48 tonnes en ordre de combat. On est bien loin des 30 tonnes du cahier des charges. Après vous allez vite comprendre pourquoi il fait son petit poids. Son blindage est de 120 mm sur la face avant, alors que normalement il devait faire 60 mm. Sur la face avant donc 120 mm avec un angle de 45 degrés, et sur les côtés on est sur beaucoup moins, car on tombe à 50 mm, soit quasiment le blindage d'un B1 bis. Et pour l'arrière du tank, on descend encore en dessous, car on est à 30 mm. Pour les données que je viens de vous indiquer, c'est le blindage du châssis. Et pour la tourelle, on est plus ou moins équivalent, sauf qu'on enlève 10 mm. Donc la face de la tourelle, on est sur 110 mm, bravo. Et sur le côté de la tourelle, on est à 40 mm. Et sur l'arrière de la tourelle, 30 mm. Donc, un blindage frontal pas négligeable, même si les canons de l'époque pouvaient le pénétrer sans aucun souci. Ok, notre blindage est pas extraordinaire, mais peut-être que notre armement le sera un peu plus. Eh bien, au début, comme je vous le disais, il s'agissait d'un canon de 75 mm, qui pouvait percer 80 mm à 1000 m, mais cela ne satisfaisait pas le gouvernement, car un canon avec de telles caractéristiques était similaire au canon du Sherman. Donc à quoi bon galérer à construire un char avec des performances à peine supérieures à un Sherman? Il fut donc décidé de modifier l'armement pour un canon de 90 mm
SA-45L-65, qui est tiré d'un canon anti-aérien d'avant-guerre. Lui, il est nettement supérieur au canon de 75 mm, car il pouvait pénétrer 200 mm à 1000 mètres. D'ailleurs, des tests furent effectués entre ce canon-là et le canon du Panthère. Eh bien, le canon français était plus précis. Donc, pour revenir à ce canon, il pouvait percer tous les chars de l'Axe. Mais il pouvait aussi se faire percer par tous les chars de l'Axe d'ailleurs, hein. Ce canon avait une cadence d'environ 5 à 6 coups par minute. Tu m'étonnes, au vu des pruneaux qu'il pouvait balancer. Il disposait aussi de 2 mitrailleuses de 7,5 mm Mach 31. Ouais, encore de l'armement qui date d'avant la guerre, comme on a déjà vu sur le FCM-36 d'ailleurs. Il avait une mitrailleuse en coaxiale dans la tourelle et une autre directement dans le châssis du véhicule. La mitrailleuse Mach 31 avait une cadence de tir de 1200 coups par minute et une portée de 750 mètres. Concernant la motorisation de notre beau char de transition, on avait pensé à utiliser des moteurs de conception nationale. Cependant, leur conception était bien trop longue. Donc on a choisi un autre moteur qu'on a emprunté aux Allemands. Il s'agit du moteur Mebart HL230 de 600 chevaux. Ouais, il s'agit d'un moteur qu'on retrouve sur les plus gros chars allemands de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à ce super moteur, qui tombe régulièrement en panne, notre ARL 44 pouvait atteindre une vitesse max de 37 km/h sur route et environ 25 km/h en tout terrain, avec une autonomie de 300 km. Oui, il s'agit bien du char le plus lent de sa catégorie, et de son époque. On le rappelle, les chars équivalents, comme le M47 Patton, va à quasiment 10 km/h de plus que lui. Mais pourquoi une telle limitation alors que le Tigre 2, qui dispose de la même motorisation, enfin plus ou moins, va à la même vitesse, alors qu'il pèse 20 tonnes de plus? Pour répondre à cette interrogation, on va zoomer sur les chenilles. Et vous allez me dire si vous les avez déjà vues. Eh bien oui, vous les avez déjà vues sur le magnifique B1 bis. Et bien c'est normal, car énormément de pièces liées au train de roulement sont directement tirées du B1 bis. D'ailleurs, concernant la forme particulière des chenilles, je vous en parlerai plus en détail le jour où je ferai la vidéo sur le B1 bis. Le fait d'utiliser beaucoup de composants du B1 bis limitait donc grandement sa mobilité. Là, on va parler d'équipage, et franchement ça me fait plaisir, car la France a appris de ses erreurs et ne tourne plus à 3 bonhommes dans un char, mais à 5 membres d'équipage, un pilote, un copilote qui devait aussi utiliser la mitrailleuse devant lui, un tireur, un chargeur et enfin un chef de char. Comme ça, chacun avait une tâche bien définie et il n'y avait personne de surchargé. En plus de ça, il est important de noter que chaque char disposait d'une radio américaine SCR 508 qui se situait avec les 3 hommes dans la tourelle. En même temps, pas compliqué de mettre des radios dans tous les chars, sachant qu'il n'y en avait qu'une 60aine. Là, on a vu toutes les caractéristiques de notre petit char, et maintenant on va parler de son utilisation. Alors, concernant son utilisation, l'ARL 44 n'a pas connu la guerre, et en réalité n'a pas connu grand chose. Mais je vais quand même vous raconter son petit parcours. Au moment de sa sortie d'usine, il vient de remplacer les chars Panthère du 503e régiment de chars de combat. Mais au vu des problèmes, il fut rapidement mis au placard, car il sortit d'usine en 1951 et fut mis au rebut en 1953. D'ailleurs, je vais vous lister quelques petits problèmes qu'il a eu. On va commencer par les problèmes basiques, des problèmes mécaniques, des freins à la transmission, mais en même temps normal. La plupart des composants viennent d'un char qui pesait 20 tonnes de moins. Même en essayant de les rendre plus costauds, cela restait toujours trop fragile. Un autre petit souci, lui, il était plutôt sur le canon, enfin sur la culasse, car elle ne se verrouillait pas comme il fallait, donc le tir fut interdit. Alors moi perso, je trouve ça embêtant, mais bon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Au final, le coût de revalorisation était très important. En plus de ça, il était déjà obsolète depuis la fin de la guerre. Oui, on est d'accord. Il vit le jour 5 ans après la Seconde Guerre mondiale, donc la France a au final construit un char déjà obsolète. Mais en même temps, son but n'était pas de produire un char dernier cri, mais surtout de relancer le complexe militaro-industriel, qui permit plus tard de développer nos futurs chars et ainsi remettre la France sur le devant de la scène, d'un point de vue militaire. La seule apparition publique de l'ARL 44 fut lors du défilé du 14 juillet 1951. Il termina sa carrière en tant que cible pour l'armée. Une triste fin pour le char de transition. Vous vous doutez qu'avec une durée de vie de seulement 2 ans, il n'a peut-être pas eu de variante. Il n'a peut-être pas eu une carrière extraordinaire, mais il eut quand même une importance cruciale pour l'armée française. Vous voulez voir ce monstre d'acier, qui fut conçu dans la clandestinité et construit en hâte pour permettre à la France de revenir sur le devant de la scène, avec une réussite toute relative? Eh bien, vous pourrez le retrouver au musée des blindés de Saumur, à côté d'autres prototypes de chars lourds français, bien mieux construits d'ailleurs. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur l'ARL 44, qui est un char que j'affectionne beaucoup,
malgré tous les problèmes qu'il possède. Et si vous aussi, vous appréciez ce char, laissez un petit j'aime, un commentaire, et pourquoi pas vous abonner, si vous voulez voir la prochaine vidéo. Et pour la première vidéo de 2025, je vais me tourner vers les chars italiens, car j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Allez, je vous dis à la prochaine, et passez de bonnes fêtes de fin d'année.